Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Élise, bienvenue sur EventCheck, comment vas-tu? Très bien, merci Clémence, bonjour à toi et merci de m'accueillir sur ce podcast. J'ai hâte de vous parler un petit peu plus de Zoku Paris. Moi aussi, mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens toi? Quel est ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un master dans une grande école de commerce avec une spécialisation hospitality management, donc gestion hôtelière. J'ai commencé dès mes premiers stages au cours de mon cursus justement grande école, des stages, un premier stage chez Wonderbox. Donc avant le master, on est bien d'accord. Pendant le master, pendant mon année de master. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers hospitality management avant le master? Alors pour tout dire, mon tout premier stage de troisième. Les tout premiers stages, donc mon premier stage de troisième, je l'ai fait dans un hôtel-restaurant. D'accord. À Poitiers. Ok. C'était pendant une semaine à l'époque, où j'ai fait 2-3 jours en cuisine et 2 jours avec responsable hébergement, maître d'hôtel. Donc c'était ma première expérience dans un hôtel que j'ai adoré. J'en garde un très bon souvenir. Je me suis un petit peu cherchée au niveau des études après et au moment de choisir une spécialisation pendant mon master, j'ai trouvé ça tout à fait logique et de reprendre une spécialisation hospitality management pour retourner dans ce monde de l'hôtellerie que j'avais aimé dès mon premier stage en troisième. Ok. Donc c'était une petite Madeleine de Proust qui est revenue. Exactement, tout à fait. Ok, donc tu pars vers l'hospitality management, tu fais ton premier stage chez Wonderbox et là tu es donc en contact avec pas mal d'hôteliers. Exactement. Qui font des coffrets cadeaux avec toi. Tout à fait. Okay. Donc mon premier contact, mon deuxième contact, mais mon premier véritable contact du coup avec les hôteliers, chambres d'hôtes et vraiment cette fois-ci l'aspect vraiment commercial et la gestion de partenariats, relations commerciales et tout ce qui a trait avec le monde commercial. Donc très belle première expérience chez Wonderbox et ensuite après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu plusieurs expériences, la première étant au sein du siège Accor. Oui. Où j'étais en accompagnement des responsables compte clés, des key account managers du siège. Et ensuite, j'ai bifurqué plus sur la partie agence de voyage en ligne pour la nommer Weekend Desk, Okay. Donc, chez qui j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans en gestion de partenariat, gestion de compte, où là, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup en échangeant avec des centaines d'hôteliers de toutes tailles différentes, de régions différentes en France, que ce soit avec des responsables d'hébergement, des revenue managers, directeurs généraux. Donc voilà, vraiment avoir une vision plus globale du monde hôtelier en France.
et de la stratégie commerciale des différents hôteliers en fonction de leur taille et localisation. Donc c'était vraiment passionnant. Mais j'ai vraiment voulu à un moment donné retourner au sein des hôtels, Au cœur. Au cœur des hôtels, exactement. C'est donc ça qui m'a ramenée vers les hôtels, et notamment le Novotel Tour Eiffel, où j'ai appris le monde du MICE, le monde de l'événementiel, des séminaires, des conventions, parce que c'est un gros porteur parisien avec un très bel espace de convention de plus de 3000 mètres carrés. Donc c'était une très belle école pour apprendre vraiment tout l'univers du MICE. Et notamment parce qu'on le dit pas assez souvent, je trouve, mais dans ces métiers-là, le côté aussi process. En fait, quand on dit que c'est des bonnes écoles, c'est parce que souvent quand c'est des gros porteurs, c'est très processé. Donc on nous apprend vraiment à être rigoureux. Et c'est un peu des clés de travail qu'on garde par la suite et qui fonctionnent pour d'autres typologies de segments de marché, parce que le MICE chez le gros porteur, c'est ce qui va être le plus complexe. Exactement. Généralement. Le plus complexe et le plus complet. Oui. Et en effet, comme tu dis, c'est là où il y aura les procédures et le plus d'expérience de tout type d'événements, avec des événements à gros enjeux, et les procédures sont très claires, bien écrites pour la plupart du temps. Et au sein d'hôtels comme Novotel Tour Eiffel, on avait également la chance d'avoir un gros siège derrière, et donc toute une équipe qui travaille à la stratégie commerciale, et au discours commercial et discours marketing, et voilà, vraiment tout ce support qui nous forge sur le métier, qui nous forme sur le métier, et qui nous apprend les bases et comment les appliquer dans n'importe quel autre établissement ensuite. Ouais. Et d'ailleurs, après, où vas-tu ? Et donc d'ailleurs, justement, après Novotel Tour Eiffel, je suis passée sur un hôtel indépendant, donc le Remix Hotel, qui est quand même un moyen porteur parce que 159 chambres, mais sur une toute autre typologie d'hôtel, donc indépendant, 4 étoiles, lifestyle, où là j'étais donc responsable commerciale, où je gérais cette fois-ci beaucoup plus la partie corpo. Donc démarchage et gestion des comptes corpo. Alors je vais juste faire une petite pause, Élise, avant que tu continues, pour ceux qui sont pas forcément connaissent pas bien le monde hôtelier et sa façon d'être structuré. Le commercial en hôtellerie, il va y avoir deux zones distinctes. Il va y avoir vraiment ce qu'on appelle les commerciaux, les sales. Et eux, ils vont plutôt aller chercher du client et s'occuper de gros comptes, mais ils vont s'occuper du fait de les attirer vers l'établissement pour faire leurs événements, ou pour venir, quand je parle par exemple de grandes richesses, pour qu'ils viennent passer leur séjour à Paris dans l'hôtel. Mais ils vont pas avoir le côté opérationnel, alors que il va y avoir le service commercial, souvent événementiel, qui ensuite peut avoir des sous-catégories, mais on va dire au sens large le service commercial événementiel, qui lui généralement ne fait pas de démarchage. Il reçoit de la demande entrante, qui peut être transférée par le service commercial extérieur, celui qui va vers l'extérieur, et transforme ensuite tous ces leads en des événements qui vont avoir lieu dans l'hôtel. Donc c'est pour ça que tu dis ça. C'est juste pour traduire pour ceux qui viennent pas de cet univers. Exactement, et en fonction des hôtels, il y aura des jargons différents également. On appelle ça aussi commercial interne en général, pour tout ce qui est gestion des demandes entrantes, notamment principalement du séminaire en fait, des demandes d'événements, et commercial externe pour tout ce qui va être plus démarchage, en effet, commercial proactif.
Chasse, exactement. Chasse, élevage, voilà. Encore des petits, du petit jargon du milieu commercial. Et donc voilà, je suis arrivée ensuite sur la partie au Remix, où j'étais responsable commerciale. Donc cette fois-ci, donc plus sur la partie externe, démarchage, des grands comptes clients, des entreprises autour pour voilà négocier des tarifs préférentiels pour l'hôtel. Mais également, j'avais sous ma responsabilité une commerciale interne du coup qui s'occupait de toute la partie événementielle. Parce que donc on avait également 9 belles salles de réunion au sein de l'hôtel. Donc c'était également un lieu, enfin voilà, un élément important du chiffre d'affaires de l'hôtel. Oui, un gros pan de l'activité de l'hôtel. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et là, donc, arrive sur ton chemin Zoku. Exactement. Arrive sur mon chemin Zoku. Un très beau projet je suis tombée amoureuse du projet dès le départ, dès les premières entretiens et dès ma première découverte du concept et de la marque. Donc à savoir que Zoku, on va ouvrir un hôtel donc à Paris. Oui. Mais nous sommes donc le 4e hôtel de la marque. Le premier ayant été créé en 2016 à Amsterdam. Et ensuite en 2021 ont ouvert le Zoku Vienne et le Zoku Copenhague. Donc nous sommes donc le 4e hôtel de la marque. Et donc là, je suis responsable commerciale donc sur la préouverture parce que nous allons ouvrir au premier semestre 2023 en mars prochain. Donc là, c'est vraiment sur la préouverture de l'hôtel. Donc créer vraiment le service commercial, la stratégie commerciale et tout ce qui va avec, que ce soit commercial ou marketing. Et là, du coup, au Zoku, est-ce que tu t'occupes du commercial dans sa globalité ou est-ce que tu es vraiment concentrée sur le commercial externe? Non, dans sa globalité. Dans sa Donc globalité. Aussi bien externe que interne, sachant que forcément l'équipe va s'agrandir au fur et à mesure, mais pour le moment ce n'est que moi. En préouverture en préouverture on est toujours sur des équipes un peu plus réduites. Donc pour le moment en effet je chapeaute à la fois la partie externe et interne. Sachant que pour le moment des demandes entrantes on en a quelques-unes, mais c'est surtout du démarchage, que ce soit des clients hébergement ou des clients séminaires. Ok. Peut-être qu'avant qu'on parle un peu de cette partie démarchage sur une réouverture qui est assez intéressante, je trouve, est-ce que tu nous présentes un peu Zoku, parce que vous êtes très originaux. Avec plaisir. Donc Zoku, je pourrais en parler des heures. On est, ça tombe bien. C'est vrai, ça tombe bien, voilà. Nous y sommes. On est vraiment sur une nouvelle typologie d'hôtel. Donc Zoku est vraiment pionnier dans ce qu'on appelle l'hospitalité hybride. Donc on n'est plus sur une chambre d'hôtel classique où c'était simplement mettre une chambre au milieu ou un lit au milieu d'une chambre et faire dormir les clients pendant une nuit ou 2 nuits. Là on est vraiment on propose vraiment un service à mi-chemin entre le bureau et la maison, mais vraiment avec tous les services hôteliers qu'on attend d'un hôtel. On a revisité entièrement la conception des chambres d'hôtel. Donc on n'a plus des chambres mais des lofts. C'est l'équivalent d'un micro-appartement, d'une mini-maison. Au lieu d'avoir comme un studio. Un peu comme un studio, mais on n'a plus le lit au cœur de la pièce. Le lit est caché en mezzanine avec un escalier qui se rétracte. Donc on peut tout à fait
inviter des amis ou des collègues à venir dans sa chambre, dans son loft, sans avoir peur de rentrer dans un lieu d'intimité un peu trop de rentrer dans son intimité, parce que la partie lit, la partie nuit sera vraiment cachée. L'élément star, j'ai envie de dire, du loft, de nos lofts, ce n'est plus le lit, mais ce sera la table à manger ou la table de réunion qui est pour 4 personnes. Donc on est sur des lofts de 26 mètres carrés minimum, donc on est sur des beaux espaces. Okay. Et on n'est plus, comme je disais, uniquement sur le but de dormir, mais à la fois d'y dormir, mais aussi d'inviter des gens pour manger, pour échanger, pour travailler, pour faire du brainstorm. Le loft peut avoir plusieurs fonctions. Ça, c'est vraiment le loft. Vraiment comme un lieu de vie plus traditionnel. On sort de l'identité chambre et ça devient un espace de vie. Exactement, complètement. Pendant un séjour. Vraiment multifonction. Multifonction. Et en plus de ça, on a tous les services hôteliers, comme je le disais auparavant, qui donc seront bien sûr un restaurant, un bar, un rooftop, des salles de réunion, mais également des espaces de coworking. Et tous ces espaces sont vraiment dédiés à la clientèle de l'hôtel, mais aussi à la clientèle extérieure. Donc on accueille tout le monde dans ces espaces. L'idée c'est vraiment de créer du lien et de se sentir comme à la maison quand on arrive dans ces espaces communs. Super. Et donc quand tu dis que ce sera aussi ouvert aux non-clients de l'hôtel pour, par exemple, les espaces coworking, l'idée étant de créer un lien entre le local, l'environnement local et celui qui vient séjourner, qu'il y ait une émulation entre les deux, qu'il y ait une rencontre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a même une particularité chez Zoku qu'on ne retrouvera, je pense, nulle part ailleurs. C'est qu'on a vraiment une personne dédiée à cet aspect-là. On a vraiment donc une personne qu'on est en train de recruter, community manager. Donc c'est des termes en anglais, mais c'est une personne globalement qui va s'occuper de faire le lien entre justement les résidents, donc ceux qui séjournent à l'hôtel, sachant que ça peut être à la fois du court, moyen ou long séjour, donc de une nuit à une semaine, à 2 mois, 3 mois, même plus d'1 an. On a déjà eu dans les autres hôtels des clients qui sont restés plus d'1 an chez Zoku, quand on s'y sent bien. Et donc ce sera vraiment le community manager aura vraiment pour but et pour objectif de créer des synergies entre les résidents de l'hôtel et les coworkers. Ce sera vraiment la personne qui aura pour objectif de connaître très bien chaque résident, chaque habitué, et d'organiser des événements régulièrement, des petites réunions informelles autour d'un café, autour d'une part de gâteau. Ce qu'on peut connaître dans les coworking comme des meet-up ou des networking. Complètement. Okay. Donc c'est vraiment l'idée, c'est pas simplement que les personnes viennent dormir chez Zoku et soient anonymes, passent leur nuit et repartent, ou viennent travailler de 9h à 18h et rentrent chez eux comme si de rien n'était. C'est vraiment de créer du lien, de créer des synergies entre les différents coworkers, entrepreneurs par exemple, ou même avec les résidents. Donc via le biais d'événements réguliers au sein de l'hôtel, que ce soit des after-work, des formations, des meet-up comme tu dis, ou des activités un peu plus ludiques comme un cours de yoga ou plein d'autres petites idées comme ça. En fait, vous avez pris les codes de différents mondes et vous avez
entreprises qui vous intéressaient pour faire un concept de lieu de passage, alors qu'on vive dans la ville et qu'on ait besoin d'espace pour travailler, se rencontrer, ou qu'on ait besoin de séjourner quelque part. Vous avez ensuite mélangé tout ça pour en faire votre petite recette à vous, parce qu'il y a Exactement. il y a des éléments que tu prends. Je me dis bah tiens, c'est ce qu'on pourrait à peu près chercher quand on est un pro sur Airbnb en termes de logement. Mais ensuite, on va aussi généralement quand on est de passage dans une ville et qu'on est dans le cadre du travail, un endroit pour travailler, aussi un endroit pour faire des rendez-vous. Et puis dans le monde du coworking, il va y avoir ce côté un peu community manager qui est un peu plus développé. Alors je reprécise aussi community manager, c'est quelque chose que vous entendez beaucoup dans les réseaux sociaux. Oui, ce n'est pas ça. Mais le nom est pas éloigné, parce qu'en fait un community manager est censé prendre s'occuper de votre communauté, alors qu'elle soit digitale ou qu'elle soit physique. Dans ce cas-là, elle est physique. Exactement. Mais sur les réseaux sociaux, elle est digitale. Donc ils ont une gestion de communauté voilà qui les rassemble, même si ça s'articule pas tout à fait de la même façon dans la réalité. OK. Comment ça se passe dans les autres villes? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Est-ce que c'est des choses qui prennent assez facilement? Est-ce qu'il y a un vrai travail d'aller recruter un peu des membres? Comment ça s'est passé sur les autres établissements? Tu as un peu de retour? Oui, alors c'est d'un établissement à l'autre, c'est assez différent parce que Okay. la ville et la localisation du Zoku y est pour beaucoup. Okay. Nous, je pense qu'on est vraiment situé dans au meilleur endroit pour Paris, où on est vraiment entre le quartier des Batignolles, qui est un quartier très vivant, où il y a beaucoup de Parisiens qui viennent sortir, manger, prendre un verre, etc., où il y avait vraiment beaucoup de vie. Et également, on est littéralement en face du tribunal de justice, Okay. de grande instance de Paris, et à côté de Clichy, qui est un centre d'affaires qui se développe très rapidement avec beaucoup d'entreprises. Donc on est vraiment à mi-chemin entre le centre d'affaires et le lieu de vie de quartier sur Paris. Donc je pense qu'on peut en effet attirer beaucoup de ce qu'on appelle des digital nomades qui viennent travailler sur le centre d'affaires à côté de Clichy, Saint-Ouen ou dans le quartier, mais qui ont envie d'avoir une vie de quartier avec les Batignolles, pas loin de Paris, etc. Donc là-dessus, je pense qu'on a une localisation qui est déjà très 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 bonne. Mais après, en effet, chaque community manager et moi-même devront démarcher de les coworkers et notamment les entreprises qu'on appelle les remote companies. Donc, qui sont des entreprises qui proposent à leurs salariés le télétravail à 100%. Et oui. On sait que ces entreprises-là recherchent, ont des salariés qui recherchent régulièrement des nouveaux lieux pour travailler, sortir de chez eux, ou simplement qui vont changer de ville ou même de pays un mois à l'autre. Donc, c'est également eux notre cible pour venir travailler chez Zoku. Oui, parce qu'il y a, alors, en effet, ce que tu dis, je complète parce que c'est, par la force des choses, un sujet que je connais bien. Mais de l'autre côté du miroir, alors en effet, il y a ceux qui sont tout le temps en mouvement, comme les nomades. Il y a beaucoup d'indépendants dans les nomades. Il y en a aussi qui sont rattachés, qui sont pas forcément rattachés à une entreprise, donc qui eux sont en mouvement régulier. Il y a les entreprises qui veulent un peu sortir de chez eux ou qui ont un peu réduit leurs locaux, et donc on le sait, il y a une tendance de fond avec l'utilisation de lieux événementiels / coworking pour réunir un peu les équipes régulièrement. Mais il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui vont avoir un siège
à un endroit et qui après, comme ils travaillent sur plusieurs pays, sont des entreprises internationales, vont avoir des référents locaux qui, eux, n'ont pas de bureau. Et je pense aussi que c'est votre cible un peu aussi. Oui, complètement. Ceux qui De toute vont avoir façon, besoin de comme trouver une communauté. exactement. On est vraiment, je pense, une solution. Alors ce qu'on appelle le future of work ou le Oui. work of from anywhere. Désolée pour l'accent. On est vraiment une solution à ça, comme tu disais, notamment depuis encore plus depuis la pandémie de Covid. Les gens, les entreprises ne sont plus fixes sur un lieu, non plus un bureau attitré et ne viennent plus travailler 5 jours sur 7 au siège. Donc les habitudes de travail ont vraiment changé. Le télétravail a été démocratisé. Oui. Et il est toujours. les salariés, oui, et c'est vraiment intégré, je pense, aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va encore plus se développer à l'avenir, j'en suis convaincue. Et donc ces salariés ont quand même besoin d'avoir un environnement qui est créatif, qui leur permet de travailler sereinement, mais aussi qui leur permet de rencontrer du monde et de pas simplement être à la maison du matin au soir. Donc on a vraiment, on propose vraiment une solution dans ce sens-là. Et au-delà d'un bureau, c'est vraiment une communauté qu'on leur propose. C'est des événements réguliers, c'est des échanges avec le reste de la communauté et avec notre community manager. Donc c'est vraiment une solution qu'on propose. En plus des lofts pour dormir pour ceux qui ont en plus besoin d'avoir un lieu d'hébergement. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, sur les autres établissements, font votre succès, le fait de réunir une communauté sur un hôtel. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes connu dans par exemple à Amsterdam? Oui, complètement. Donc il y a une réponse positive du marché à cette proposition de valeur. Véritablement. On a beaucoup de demandes de la part d'entreprises, comme je disais par exemple des remote companies, des entreprises donc qui font du 100% télétravail, ou également on travaille beaucoup avec les agences de relocalisation. Qui travaillent avec notamment les expats ou des chargés de mission qui viennent sur Paris pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, où on va pas leur proposer un appartement, mais un appartement avec des services hôteliers. Et donc on répond aussi tout à fait à cette demande-là pour des plus longs séjours qui permet d'avoir leur petit cocon avec leur loft, mais également de monter au dernier étage de l'hôtel pour retrouver tous les espaces communs, les espaces de vie et le reste de la communauté. Mais d'ailleurs, tu disais que vous aviez aussi repensé l'hôtel dans sa globalité. Exactement. Quand on rentre dans l'hôtel, on n'arrive pas sur les espaces communs. Non, comme je le disais à l'instant, en effet, donc pour parler de Zoku Paris, on est un bâtiment qui a donc le Stream Building, qui a fait partie du projet Réinventer Paris, donc un projet éco-responsable pour la mairie qui a été engagé par la mairie de Paris. On est un bâtiment partagé avec d'autres entreprises, des commerces, une entreprise également de French Tech, de technologie française, et nous sommes présents uniquement dans les 3 derniers étages du bâtiment.
Mais à savoir que quel que soit le zoku dans lequel vous allez au monde, la réception et les espaces communs se trouvera toujours au dernier étage de l'immeuble. Donc c'est le cas également pour Zoku Paris. On arrive par l'entrée principale, on prend l'ascenseur et on monte au dernier étage pour ne plus avoir le stress de la rue, le tumulte de la rue. On monte au 8e étage et on change d'univers. On change d'univers et on arrive vraiment dans sa nouvelle maison au Zoku avec beaucoup de plantes. Vous imaginez beaucoup de plantes. Nos sidekicks réceptionnistes qui vous accueillent avec un café pour faire votre check-in ou pour vous diriger vers le bar, le restaurant, les espaces de coworking, les salles de réunion ou encore le rooftop. Dont vous pouvez profiter la plupart de la partie de l'année. Ok, super. On va sortir. Bon, je pense qu'on a bien compris le Zoku, à quoi ça va ressembler dans les grandes lignes. Tout à l'heure, on a très rapidement évoqué il va falloir développer cette communauté. Tu parlais aussi de toi, que tu avais eu des expériences précédentes sur le développement commercial, donc le côté commercial externe. Alors, ça va être hôtelier, donc évidemment sur de l'hôtelier, on développe pas commercialement que la partie événementielle, ça en fait partie, mais on fait pas que ça. Mais dans les grandes lignes, ça va nous donner quand même pas mal d'idées pour le service. Pour ceux qui ne font que du service événementiel, qui ont un lieu événementiel, ça marche pour vous aussi. Comment tu développes, toi, quand tu arrives sur un projet comme le Zoku et qu'il y a tout à faire? C'est quoi tes premiers réflexes pour te dire bon, alors comment qu'on va remplir tout ça? Premièrement, étant donné qu'on est sur une ouverture, c'est vraiment créer le discours commercial, tous les supports de communication. Parce que c'est vraiment essentiel pour aborder ensuite les différents clients. Qu'est-ce que tu utilises comme support, toi? C'est quoi tes chouchous? Mes chouchous, c'est différentes présentations, beaucoup de photos. Alors forcément, vu que l'hôtel n'est pas terminé, faut avoir pas mal d'imagination. Donc c'est des sketchs, des dessins d'architectes de nos espaces. Mais on a la chance quand même d'avoir 3 autres Zoku qui sont déjà ouverts et où l'identité est très similaire à celle que nous aurons à Paris. Donc forcément beaucoup de photos et voilà les informations essentielles qui représentent l'hôtel, qu'est-ce qu'on apporte de plus sur le marché et à travers des présentations. Exactement. Ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement tu as plusieurs plaquettes? À quoi ça te sert? Forcément, en fonction de la personne à qui on s'adresse, on va pas parler de la même façon. Les personnes ne vont pas attendre les mêmes informations. Donc c'est vraiment adapter son discours en fonction de la personne avec qui on communique. De tes différents marchés cibles. Exactement. Ou typologies de clients. Exactement. Donc justement, on parlait séminaire. Je vais avoir une plaquette spécifique pour le séminaire. Je vais avoir une plaquette spécifique plutôt spécialisée hébergement. Exclusivement hébergement. On va avoir des plaquettes plutôt sur la restauration. Sur l'offre de restauration qu'on propose, une plaquette sur notre offre de coworking, des gens qui veulent simplement venir travailler à la journée chez nous sans forcément avoir besoin de chambre ou de salle de réunion. Donc voilà, c'est vraiment adapter son discours en fonction des besoins et en fonction de la personne qu'on va essayer d'atteindre. Top. Et quand tu parlais de discours commercial, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous créer des espèces de petits pitch avec des mots-clés à utiliser. Comment ça se passe?
Oui, complètement. Qu'est-ce que tu entends par... Complètement. L'idée, c'est, je suis certes aujourd'hui la responsable commerciale, mais on est vraiment une équipe et je suis pas la seule et de loin à être la personne en relation avec nos clients. Oui, et donc, à représenter la marque. À représenter la marque, exactement. Toute personne travaillant au sein d'un hôtel représente la marque. Donc c'est vraiment voilà, connaître son produit, connaître ses avantages, les avantages de l'établissement, et pouvoir le mettre en avant le mieux possible auprès de chaque client qui passe à l'hôtel. Mais c'est également on n'est jamais à l'abri de litiges ou de petits couacs ou de personnes qui sont insatisfaites. Et donc c'est également savoir répondre aux demandes, aux réclamations ou aux litiges qu'on peut avoir avec différents clients. Donc voilà, c'est vraiment donner les clés, donner les termes qui sont le cœur de l'ADN de Zoku à tous les collaborateurs de l'établissement. Super. Donc une fois que vous avez travaillé votre discours commercial et vos plaquettes, par où tu commences? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais pour faire connaître Zoku? Alors, il y a plusieurs façons. Là, on est vraiment sur de la préouverture, donc c'est déjà premièrement faire une liste. On aime bien les listes de clients potentiels. Ok. Faire une liste de nos clients potentiels et par segment, bien sûr, que ce soit séminaire encore une fois ou hébergement. Ok, par segment de vos segments de clients et non pas par segment de marché. Vous dites pas alors avec les startups on aimerait bien eux, avec la pharma on aimerait bien eux, c'est vraiment ok, nous on espère accueillir du séminaire. Alors je sais pas si vous allez faire du particulier, on aimerait avoir du résidentiel, on aimerait avoir machin, et voilà ceux à qui on pense que ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Qui pourrait avoir le besoin de venir chez nous. Et basé sur votre historique sur les autres hôtels ou basé sur ta connaissance du marché parisien? Les deux. Les deux, bien sûr, parce que... tableau croisé. Exactement, tableau croisé, tout à fait. Les deux, parce que même si on est un petit groupe, on a la chance d'avoir 3 autres hôtels qui sont sur le marché, même sur des villes différentes, d'être sur le marché depuis quelques années maintenant, et on a globalement le même produit, la même offre. Donc on a déjà cette expérience, cette historique de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et auprès de qui on peut répondre à un besoin ou non. On va pas proposer notre offre, notre hôtel ou nos séminaires ou autres à n'importe qui. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce qui s'est fait dans les autres hôtels et de notre connaissance du marché parisien qu'on va adapter la liste des personnes qu'on va contacter. Mais ça va être également en fonction du séminaire, de l'hébergement. Mais quand je dis hébergement, contrairement aux hôtels qui sont vraiment fixés court séjour ou aux appart-hôtels qui sont fixés long séjour, on a vraiment, nous, cette chance de pouvoir répondre à ces différents besoins. Et donc, voilà, d'avoir également cette proposition et de pouvoir répondre aux besoins de différentes catégories de clients qui recherchent à la fois du long séjour et du court séjour. Oui, complètement. Et quand tu vas te rapprocher d'un prospect, ça se passe comment? Vous faites des événements pour networker avec des potentiels futurs clients? Est-ce que de façon assez classique, vous envoyez des mails, vous êtes sur LinkedIn? C'est quoi tout à la fois les outils que tu utilises?
Tout les à trois. la fois. Tu tout cumules à la les fois. trois. Ouais, complètement. Là, on est sur une période de pré-ouverture. On est beaucoup sur du LinkedIn, sur du phoning. Simplement contacter les clients qui sont autour de nous pour faire simplement avoir un premier contact, dire salut, coucou, on est dans le quartier, on arrive bientôt. Le phoning, tu le fais même avec des entreprises? Tu vas appeler des gens que tu connais pas dans des entreprises? Ce sera bientôt le cas. Oui. Ok. Et du coup, tu vas cibler qui dans l'entreprise quand tu connais pas? Quand je ne connais pas, ça va être soit encore une fois, en fonction de qui je veux atteindre. Si je veux développer la partie séminaire ou la partie hébergement, ce sera pas la même personne. Bien sûr. Mais alors faisons un cas. Si on dit que sur certaines entreprises, c'est plutôt pour développer la partie événementielle, tu vas plutôt vers quel service? Je vais plutôt aller sur les services généraux. Ou les assistantes de direction, assistants et assistantes de direction. En fonction, après encore une fois, en fonction de la taille de l'entreprise, ce sera bien sûr. Après, c'est de la bonne intelligence. Exactement, de chacun. Pour adapter, de chacun. Et quand tu es plutôt sur du résidentiel, quand tu cherches des clients qui vont rester, là, on va plutôt être sur ce qu'on appelle des travel managers. Ou qui sont pas forcément dans l'entreprise, qui peuvent être aussi indépendants dans les entreprises. Et donc si elles ne sont pas dans l'entreprise, une porte d'entrée peut également être le service achat indirect, ou parfois des assistantes de direction aussi qui elles vont être plus réservataires, mais qui peuvent nous mettre en contact avec la personne en charge des Est-ce que tu trouves que les salons, justement, y a des salons qui existent un peu, qui rassemblent tous ces métiers un peu d'assistante, de direction, et qui justement leur permettent de découvrir un peu tout ce qui se fait sur le marché quand elles ont des besoins. Est-ce que tu trouves que c'est des moments intéressants pour du développement commercial, vraiment sur cette typologie de je veux me faire mon petit réseau d'assistantes, personnelles assistantes. Oui, complètement. Etc., de toute façon, moi je suis partisante de tous les événements de networking, de réseautage. Parce que faut se diffuser, faut y aller. Faut se diffuser, faut se faire connaître. Et puis c'est un milieu qui parle beaucoup. Où il y a beaucoup d'échanges, d'entraide, donc le fait de beaucoup réseauter et de montrer qu'on est là, ce sera aussi un bon moyen de développer le bouche à oreille, même si on va pas avoir même si ça va pas conclure sur un contrat ou sur quelque chose de vraiment spécifique dans la minute ou dans la semaine, c'est du travail sur le long terme qu'il faut vraiment maintenir et continuer à maintenir des relations régulières avec toute cette communauté-là. Et ensuite, tu utilises beaucoup la carte de faire venir tes prospects Bien sûr. Quand c'est ouvert, hein, évidemment, parce que j'imagine que c'est un peu coincé. on a notre chambre témoin. C'est déjà ça. On a notre chambre témoin. Non, bien sûr, quoi de mieux, et ça c'est pas uniquement pour l'hôtellerie, quoi de mieux pour vendre son produit que de le montrer et de le faire découvrir. Donc c'est même indispensable dans la mesure du possible, parce que tout le monde ne l'accepte pas, bien sûr, n'a pas le temps tout simplement de venir voir le produit, mais dès lors que c'est possible, venir visiter et prendre un café et papoter avec les différents interlocuteurs pour s'assurer de répondre au mieux à leurs besoins. Pour trouver le bon interlocuteur dans une entreprise, on est d'accord que ta source numéro 1, ça va être LinkedIn. C'est vraiment grâce à ça que tu vas pouvoir savoir qui est qui dans une entreprise. Oui, c'est une petite bible. Ouais. Oui. Non, parce que je sais pas si tout le monde l'utilise beaucoup, donc c'était juste pour me rassurer que tu es d'accord. C'est même mon outil de travail principal dans le démarchage, je dirais.
Ouais. Tu fais des connexions et des petits messages. Complètement. Ouais. Et puis c'est l'annuaire des entreprises aujourd'hui. Donc on avait les pages jaunes à l'époque. Aujourd'hui, pour le démarchage en B2B, on a LinkedIn. Donc c'est et en plus, je trouve que c'est peut-être pour certains perçu de façon un peu moins agressive qu'un coup de téléphone. Oui, complètement. Complètement, parce qu'on leur laisse le choix. Oui. D'accepter ou non notre invitation. Mais après, on n'a pas forcément toutes les informations toujours sur LinkedIn. Oui. Voilà. Tout le monde n'y est pas. Tout le monde n'y est pas. Encore, exactement. Mais oui, ça c'est devient de plus en plus rare de pas trouver quelqu'un sur LinkedIn. Oui, complètement. C'est vrai que c'est quand même assez puissant. On a parlé du discours, on a parlé du développement, tout ce qui est offre, process, etc. Comment t'as l'habitude de travailler, toi? Est-ce que c'est plutôt le service de direction qui va te dire bon bah pour les séminaires on va faire tel package de journée d'études avec ou sans nuitée, ou est-ce que c'est plutôt toi qui mets la main à la pâte et qui dit voilà j'ai fait mon petit tour du marché, je vois un peu les prix qu'on applique ailleurs, je connais, j'ai récupéré tous les costs qu'on a sur les différentes parties. Voilà ce que je propose. Alors encore une fois, ça va être un petit peu des deux. On a la chance donc d'être un petit groupe donc de 4 hôtels. Donc je suis beaucoup en relation avec mes homologues dans les autres hôtels pour avoir leur retour d'expérience, savoir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne moins bien, m'inspirer de tout ça. Mais encore une fois, c'est pas figé dans le marbre. J'adapte vraiment tout ça au marché parisien. Bien sûr, comme n'importe quelle entreprise, pour mettre en place son offre commerciale, on évalue un petit peu le marché. On voit ce qui se fait un peu autour pour pas être complètement à côté de la plaque. Donc ça c'est une première chose, voir ce qui se fait autour, voir ce qui fonctionne dans les autres hôtels du groupe, et de faire un petit Big Mac avec tout ça, avec la connaissance qu'on a du marché également, de savoir les offres et les besoins qui reviennent régulièrement de la part des clients, pour mettre en place une offre. Donc si ça va être en séminaire par exemple, mettre en place des offres de journée d'études, adapter l'offre de restauration en fonction de ce qui se fait le plus, et de l'identité, l'ADN Zoku, comment mettre notre petite touche là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment un mix entre une veille concurrentielle, une analyse du marché, et une analyse des besoins clients, et le retour d'expérience qu'on a sur les autres hôtels. Mais voilà, je me base de ça, mais après libre à moi et libre à nous aux Zoku Paris d'adapter ces offres-là en fonction de notre produit et du marché parisien tout simplement. Est-ce que là en pré-ouverture, toi tu as déjà imaginer des offres? Est-ce qu'il y a déjà pour toi des indispensables qui ont été mis en place pour pouvoir commencer à montrer le type de package, de tarifs qu'on peut retrouer oui, complètement. avec vous sur la partie événementielle, hein. Oui. Je te parle pas de tout le reste. Oui. Sur la partie événementielle, ça nous intéresse moins. Oui, sur la partie événementielle, on a déjà commencé à mettre en place nos offres. Est-ce qu'il y a des offres un peu original par rapport à d'autres hôtels dans lesquels tu as pu travailler? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit tiens, c'est sympa, j'aime bien ce forfait-là parce que il sort un petit peu des sentiers battus? Oui, alors déjà la partie restauration est très importante chez nous. On a notre chef qui est déjà au sein de l'hôtel et qui est en train de travailler sur toute la carte. On a beaucoup
de produits locaux, produits bio, produits de saison, faits maison. Okay. Et vraiment, donc ça va être un gros ADN, ça. C'est vraiment l'ADN de Zoku. On est beaucoup inspiré du chef Otto Lengi. Donc je sais pas si tu connais, mais c'est un chef assez reconnu, qui fait beaucoup de nourriture méditerranéenne, très colorée, à partager. Vraiment très très sympa. Voilà, en plus de ça, on a aussi l'ADN vraiment d'être une marque éco-responsable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment énormément. C'est pourquoi notamment on a sur notre rooftop, sur le toit de notre immeuble, on a par exemple notre propre potager pour faire pousser nos propres légumes, nos propres herbes aromatiques. Voilà, donc ça c'est vraiment une partie de notre ADN de tout faire maison, avec des produits frais, locaux, bio. Beaucoup de propositions végétariennes et véganes, pas uniquement forcément parce qu'on sait que c'est pas encore quelque chose d'apprécié par tout le monde, mais voilà, on a vraiment une proposition forte là-dessus. Ensuite on va proposer des produits qui sortent vraiment de l'ordinaire. On va pas être sur les pièces cocktails qu'on retrouve dans la plupart des événements corpo, entreprises, plus quelque chose de vraiment autour du partage et de saison. Avec un ADN un peu tapas, assiette à partager. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, et après, ce qui n'existe pas non plus partout, on propose dans toutes nos formules séminaires le café, thé et des petits snacks à volonté toute la journée. Donc ça c'est vraiment inclus dans toutes nos offres, et c'est voilà, du café encore une fois local, équitable, de haute qualité, et voilà, tous nos produits le sont. Est-ce que aussi vous avez une réflexion toujours sur l'événementiel, surtout tout ce qui est un peu matériel jetable, je pense aux stylos qu'on peut donner, aux blocs de papier, aux bouteilles d'eau, ou justement pas de bouteilles d'eau en plastique, à tout parce que comme vous avez l'air de vouloir être très engagé sur certaines choses, est-ce que vous avez réussi à le diffuser sur l'ensemble du service événementiel, ou ça reste encore un peu compliqué? Non, pas du tout. C'est pas uniquement sur le service événementiel, c'est vraiment sur l'entièreté de l'hôtel. On attend forcément d'être ouvert pour pouvoir avoir ces certifications là, mais l'hôtel d'Amsterdam par exemple est labellisé B Corp et Clé Verte. Donc B Corp, c'est l'équivalent des entreprises à mission, donc à impact positif sociétal et environnemental, le label Clé Verte qui est déjà assez connu, je pense, en France. Donc c'est également en tout cas, des hôteliers. Pour les hôteliers, en tout cas, exactement. Donc un label qui certifie de l'impact positif, ou en tout cas pas trop négatif d'un point de vue environnemental des établissements. Donc ça, c'est vraiment deux labels qu'on souhaite avoir au sein de l'hôtel. Donc on met déjà tout en place pour avoir la certification. Donc ça veut bien évidemment dire zéro plastique, zéro usage unique. Encore une fois, produits locaux, bio au maximum, bio et locaux au maximum. Faire attention sur toute notre chaîne de valeur et sur tous nos fournisseurs, que nos fournisseurs respectent également ces conditions-là. C'est pas uniquement au sein de l'hôtel, mais c'est aussi tous nos fournisseurs. On a des panneaux solaires à l'hôtel. On a plein on met en place plein d'actions pour économiser l'énergie au sein de l'établissement, que ce soit événementiel ou non. Sur vos sources d'énergie. Exactement.
Super. Cette labellisation sera peut-être intéressant qu'on en reparle une fois que les choses seront en place, parce que je sais que c'est des gros sujets pour beaucoup de lieux événementiels qui ont pas toujours les outils pour comprendre un peu comment on se lance dans une labellisation. Qu'est-ce que je voulais te demander? On a parlé de ces labellisations. D'ailleurs, oui, voilà, une des questions que j'avais, que je viens de retrouver. Est-ce que vous faites accompagner pour cette partie de labellisation, ou comme vous avez déjà eu le baptême du feu sur d'autres établissements, vous savez un peu alors comment ça se passe? On se fait accompagner par le siège. Ok. Mais vous avez pas un consultant extérieur qui vient pour le Zoku Paris et qui vous accompagne? Non, après, 90% du temps, ces labels-là font appel à eux-mêmes à des consultants, des auditeurs externes qui nous accompagnent 1 ou 2 fois avant l'examen final, si j'ai envie de dire. Mais on n'a pas... On se fait pas accompagner en supplément par un consultant externe. C'est vraiment au sein de Zoku international, au sein du siège, que on a les retours d'expérience d'Amsterdam et des autres hôtels qui vont nous permettre d'être accompagnés sur Paris. Bon, magnifique. Donc, normalement, on vous découvre à partir du mois de mars. Exactement. Avec à partir du mois de mars, donc avec nos 109 lofts, notre restaurant, notre bar, nos salles de réunion, et pour des super événements à venir sur le rooftop. On a hâte d'ouvrir. Comment on fait pour vous suivre? Pour nous suivre, c'est quoi le mieux? Alors, on a déjà bien sûr le site internet. www. Je pourrais le mettre en lien. Ouais, t'embête pas. Et Instagram. Instagram? Oui, et Facebook. Je me le note comme ça, on mettra tous les petits liens. Ok. Et puis, LinkedIn, évidemment. Et LinkedIn, évidemment. Et aussi pour te suivre toi, j'imagine, on peut t'ajouter via LinkedIn. N'hésitez pas. Si on veut venir networker. Tout à fait. Élise est là. On fera de toute façon des soirées networking au sein du Zoku. Donc vous serez les bienvenus. Top. À très vite alors, Élise. Merci encore d'être venue sur EvenCheck, et hâte de suivre l'aventure Zoku. Oui, de même. Au revoir. Au revoir.